Les hommes d'État n'ont ni le temps ni l'habitude de prévoir. Ils vivent au jour le jour. Tous les événements les surprennent. Et les problèmes qu'ils s'efforcent de résoudre sont ceux de la veille ou de l'avant-veille, qu'ils n'ont d'ailleurs pas encore compris. Salut, c'est Cyril, j'espère que vous allez bien. On se rejoint aujourd'hui pour parler d'un livre de René Barjavel. Ça s'appelle Une rose au paradis. C'est un roman dystopique et c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Alors j'avais parlé de ce livre avec Féti qui apparemment connaît ce livre et apprécie ce livre. Et donc du coup, petite salutation à toi Féti. Allez, on est parti. Donc ce livre, en tout cas cette vidéo, va se découper en 3 parties. Dans un premier temps, je vais vous raconter l'histoire du livre, le roman, qu'est-ce qui se passe dans les grandes lignes dans ce livre. Dans une seconde partie, je vais vous expliquer tout simplement ce que j'ai appris du livre, ce que j'ai retiré du livre et ce que selon moi Barjavel a voulu nous dire par ce livre. Et puis en toute fin de vidéo, je vous dirai si j'ai aimé ce livre, si j'ai apprécié ce livre et ce que j'ai peut-être un peu moins apprécié. Allez, on est parti. Alors premier point, ce qu'on peut dire au niveau de l'histoire, c'est que on parle de Lucie et de Jonas, donc ces 2 personnes qui vont se rencontrer aux alentours de la trentaine, un petit peu moins pour Jonas. Ils vont se rencontrer parce que lui est un génie en mécanique, et puis qu'elle va tomber en panne avec un espèce de taxi volant. Et donc du coup il va lui réparer, et puis ensemble ils vont aller à Paris. Parce que en fait, Lucie va tout de suite tomber amoureuse de lui. Et elle va se dire qu'en fait, il faut que ce soit son mari. Donc voilà. Quelques temps plus tard, elle va tomber enceinte. Ils vont se mettre ensemble. Voilà, ils vont faire un enfant. Tout ce qu'il y a de plus banal en fait pour l'instant. Sauf qu'ils sont dans un monde un petit peu compliqué où c'est un petit peu la dictature du bien-être. Voilà, toutes ces choses-là, la dictature du confort via la technologie. Mais dans cette espèce de paradis technologique, il y a un problème, il y a une ombre au tableau. C'est tout simplement que l'humanité vient de découvrir ce qu'ils appellent dans le roman, ce que René Barjavel appelle la bombe U. C'est la bombe universelle. Et en fait, cette bombe, elle est beaucoup plus puissante que toutes les bombes nucléaires que l'on a pu construire jusqu'à présent. Elles ont une puissance qui est décuplée et surtout, c'est ce qu'il y a de plus dangereux en fait, c'est qu'elles sont très peu chères et très faciles en fait à fabriquer. Et donc du coup, tout le monde commence à s'équiper de ces bombes-là, tous les pays du monde, les plus grands d'abord, les petits ensuite, les petites îles, les régions, les quartiers, les entreprises, et on pense même en fait à fabriquer à la chaîne cette bombe pour que tout un chacun puisse avoir cette bombe-là. Même le Vatican a acheté cette bombe-là au cas où il aurait à se défendre, puisque dans le monde, tout le monde a cette bombe U. Et donc Lucie va aller à une manifestation contre cette fameuse bombe U, parce qu'ils se rendent bien compte qu'avec la prolifération de ces bombes U partout dans le monde, on va arriver à la destruction de la planète, parce que s'il y en a une qui explose, quelqu'un va vouloir jeter la sienne, et puis finalement toutes les bombes vont exploser, et puis cela va détruire la Terre. Donc du coup, ils font des manifestations en fait, contre la fabrication de cette bombe U. Et donc Lucie va dans une manifestation et puis elle se fait un petit peu malmener et puis c'est pas trop ce qui se passe. Elle se retrouve en fait dans un endroit où elle est seule. Et Jonas, qui lui était dans l'avion, donc son mari, il était pour ses affaires, parce que je l'ai dit, c'est un génie de la mécanique, pas des mathématiques, mais de la mécanique. C'est un génie et donc du coup il est parti en avion, réparer une entreprise, bref, il avait des affaires à faire. Et puis il s'endort un petit peu dans l'avion et puis il se réveille dans une pièce, il ne sait pas où il est enfermé. Et il y a quelqu'un qui lui parle dans un micro et qui pour l'instant refuse de lui dire ce qu'il se passe. Et donc en fait, ce qu'il se passe, c'est tout simplement que Monsieur G, qui est un multimilliardaire, qui n'a pas d'attache, pas de famille, qui a un espèce de harem à Paris avec des femmes qu'il consomme comme ça, qu'il paie largement, des femmes qui sont consentantes, il n'y a aucun problème, mais voilà, il a une vie un petit peu comme ça. Et Monsieur G, en fait, il se rend compte que plus on va avoir de bombes U en circulation et plus on va approcher d'un point de rupture qui fait que si on a beaucoup de bombes U qui explosent en même temps dans le monde, on va complètement faire exploser la Terre en morceaux et du coup on ne pourra plus jamais rien faire en fait pour
voilà, pour faire prolonger la vie de l'humanité, la vie de la Terre, et la vie humaine va tout simplement disparaître, et c'est quelque chose qui l'inquiète. Et donc du coup, ce qu'il va se passer, eh bien, c'est que Monsieur G va rassembler finalement Lucie et Jonas dans une espèce d'arche en fait. En tout cas, on va découvrir que c'est une arche avec tous les animaux de la planète, en tout cas un couple de chaque animal, dans une arche évidemment à l'ère moderne, une arche technologique qui va pouvoir résister à l'explosion de toutes les bombes. Et monsieur G, du coup, va expliquer à Jonas et à Lucie qu'il les a choisis en tant que couple, eh bien, pour peupler cette arche, pour être le couple d'humains qui sera dans cette arche, parce que, nous dit-il, eh bien, non seulement toutes les bombes U qui ont déjà été distribuées eh bien, sont extrêmement dangereuses pour toute vie humaine sur la Terre, mais que s'il continue à laisser ces bombes se développer, eh bien, la Terre va exploser, comme je l'ai dit, en petits morceaux, et on ne pourra plus jamais faire réadvenir la vie sur la surface du globe de la Terre, puisqu'elle aura explosé, c'est évident. Et donc du coup, eh bien, ce que fait Monsieur G, parce qu'il est soucieux de la continuité de la vie sur Terre, eh bien, c'est qu'il va se rendre compte de quelque chose. Déjà, dans un premier temps, c'est que si une bombe U explose, en fait, l'onde de choc sera tellement violente et il y a tellement de bombes U sur la surface du globe que, en fait, l'explosion d'une seule, par un espèce d'effet domino, fera exploser toutes les autres bombes U de la planète. Et donc, Monsieur G va faire exploser une bombe U, mais donc du coup, vous l'avez compris, par effet domino, va faire exploser exprès toutes les bombes U de la planète après avoir évidemment mis à l'abri dans son arche un couple de chaque animal, une espèce d'arche de Noé moderne et technique et technologique, et il y aura mis également Lucie et Jonas pour ce qui est du couple d'êtres humains, et il va se sauver lui-même, il va aller dans cette arche, et donc ils vont rentrer dans cette arche. Et toute vie humaine, et même toute vie, va disparaître à la surface du globe terrestre parce que toutes les bombes vont exploser. Et donc, ils vont rester dans cette arche. Alors, c'est une arche technologique. Hein. La technologie fait en sorte que, eh bien, ils ont une machine, ils peuvent appuyer sur un bouton, ils ont des vêtements, ils appuient sur un bouton, ils ont de la nourriture synthétique, mais qui leur permet d'avoir toutes les protéines nécessaires à leur confort, à leur bien-être et à leur santé. Et donc, ils vont devoir rester en fait enfermés dans cette arche pendant 20 ans. Les animaux, eux, sont endormis, ils sont tous endormis, et en fait, il y a un système moderne qui va les réveiller au terme de ces 20 ans pour qu'ils puissent évidemment repeupler la Terre. Mais dans l'arche, il va se passer des choses que Monsieur G n'avait pas prévues. Alors déjà, Jonas et Lucie allaient avoir des enfants. Je l'ai dit, Lucie était enceinte. Et donc, elle va accoucher, en fin de compte, le jour où elle va rentrer dans l'arche. Et elle va se rendre compte, finalement, qu'elle a des jumeaux, un garçon et une fille. Et donc, ce garçon et cette fille vont grandir dans l'arche et ils n'auront jamais connu le monde normal, comme nous le connaissons, et comme eh bien, les autres êtres humains normaux, qui n'ont pas grandi dans une arche, connaissent. C'est-à-dire que pour eux, en fait, le monde a forcément des murs. Il y a des murs de partout. Ils ne savent pas ce qu'est le ciel, ils ne savent pas ce que sont les plantes, ils ne savent pas ce qu'est respirer à l'air pur. Ils ont toujours grandi dans l'arche. Ils n'ont pas conscience de la morale, puisque les parents n'ont pas forcément parlé de la morale à leurs enfants, si ce n'est Lucie qui a fait lire à sa fille, je crois, quand elle a été en âge de le faire, eh bien, quelques fables de La Fontaine, permettant à ses enfants de croire que finalement tous les animaux parlent, parce qu'ils n'ont jamais vu d'animaux, et les seuls qu'il y a dans l'arche, eh bien, ce sont des animaux endormis, et donc les enfants croient que quand les animaux vont se réveiller, finalement ils vont se mettre à parler. Et donc, eh bien, 20 ans vont passer au sein, alors d'abord 15 ans vont passer au sein de cette arche, et puis finalement, eh bien, comme on n'a jamais parlé de morale à ses enfants, à cette fille et ce fils de Lucie et de Jonas, eh bien finalement, guidés par leurs instincts naturels, eh bien ils vont finalement faire l'amour ensemble. Bien qu'ils soient frères et sœurs, ils vont faire l'amour ensemble. Et c'est très gênant pour plusieurs raisons. La première, c'est évidemment que ce sont des frères et sœurs, et que du coup ça gêne beaucoup Lucie, ça gêne beaucoup le papa, et puis ça gêne Monsieur G qui n'avait pas prévu cela au final. Mais comme
Lucie n'a jamais parlé de morale à ses enfants, ne leur a jamais rien expliqué autour du sexe, et bien eux, tout simplement, instinctivement, voilà, ils ont commencé à avoir des instincts l'un envers l'autre, et finalement, eh bien, ils ont fait l'amour plusieurs fois ensemble. Et c'est un problème au niveau moral, vous le comprenez bien, mais c'est un problème aussi parce que, eh bien, n'ayant pas de moyens de contraception, la fille de Lucie va tomber enceinte. Et le problème, c'est que l'arche est fait pour un nombre de personnes précis. Il y a un espèce d'écosystème de retraitement, de recyclage de leurs déchets, de retraitement de leur oxygène qui est fait pour 5 personnes, plus évidemment tous les animaux, mais comme ils sont endormis, ils respirent beaucoup moins. Mais en tout cas, c'est fait pour 5 êtres humains qui vivent. Et donc du coup, eh bien, comme la fille de Lucie va tomber enceinte, ils vont être 6. Et comme ils vont être 6, ça risque de déstabiliser l'arche. Et comme on en est à 15-16 ans quand elle tombe enceinte, depuis en fait le moment où ils sont entrés dans l'arche, et ils doivent y rester 20 ans en fait après l'explosion des bombes U, pour qu'il n'y ait pas de radiation, pour qu'il n'y ait pas de danger quand ils vont sortir de l'arche. Donc ils ne peuvent pas sortir tout de suite, et l'arche est fait pour 5 et ils vont bientôt être 6. Et donc c'est un problème. Alors, ça va être, vous allez voir dans le roman, quand vous allez le lire, ça va être l'occasion de tout un tas de problèmes. Il va y avoir des tensions, de grosses tensions autour de ça. Ils vont se demander si finalement, ils vont faire avorter la fille de Lucie, si finalement, ils laissent le bébé vivre, mais ils sacrifient l'un d'entre eux. Finalement, il va y avoir des tensions tellement fortes que Lucie va jeter dans le broyeur Monsieur G. Elle va tout simplement l'assassiner pour qu'il y ait bien une personne en moins et qu'elle n'ait pas à tuer son petit-fils, même si ce petit-fils est finalement le fruit d'un inceste. Et donc finalement, on arrive à la fin du roman où bien, les animaux qui sont dans l'arche, à cause d'un problème technique, commencent à se réveiller et donc commencent bien, à prendre l'oxygène qu'il y a pour les 5 êtres humains. Et donc ils commencent à manquer d'oxygène, certains commencent à tomber dans les pommes. Bref, ils pensent tous qu'ils vont mourir, mais in extremis, Jonas, le papa des 2 enfants et le mari de Lucie, avait construit un robot pendant toutes ces années. Il avait un atelier, il s'était construit un robot qui s'appelle Marguerite, un robot à 4 têtes, vous le verrez, il est très marrant. Il y a plein d'humour de toute façon tout au long de ce roman. Et donc grâce à ce robot, bien, il arrive à ouvrir l'arche un petit peu avant la date prévue, in extremis avant de manquer d'oxygène. Et ils vont sortir de l'arche, tous, donc Monsieur G, Jonas, Lucie, les 2 enfants, et puis les animaux vont se réveiller doucement, et puis également sortir de l'arche. Et donc c'est à ce moment bien, qu'on arrive à la fin du roman dystopique. Ils ont réussi à survivre en fait à l'explosion de toutes les bombes U et à l'éradication de toute vie humaine sur la surface de la Terre, et ils vont devoir repeupler la planète. Alors évidemment, déjà dans un premier temps, comment ne pas penser à l'arche de Noé? On a l'impression que c'est la même histoire, mais à l'ère moderne. C'est-à-dire qu'on a l'impression que Barjavel, dans ce livre, bien, nous dit que l'humanité, parfois, prend de mauvaises décisions, prend de mauvaises directions, et qu'il n'y a peut-être pas d'autre choix que d'éradiquer toute forme de vie sur la planète, tout en gardant des petites pousses et des bourgeons, tout en gardant une paire mâle-femelle de chaque espèce pour finalement repeupler la Terre. Dans le roman, on insiste sur le fait que dans l'arche, il n'y a aucun livre en fait qui ont été emmenés dans cette arche, parce que Barjavel nous dit à travers cette histoire que finalement ce seront les générations à venir qui réécriront des livres, qui formeront un nouveau savoir, et je pense qu'il espère que ces nouveaux savoirs ne les amèneront pas encore vers cette voie sans issue qu'est la technologie autour des armes, en fait, tout simplement autour de l'armement. Et ça, c'est quelque chose qui est récurrent chez Barjavel. C'est également ce qu'on a beaucoup aimé, ce que j'ai beaucoup aimé et ce que beaucoup aiment dans son roman le plus connu, dans son roman dystopique le plus connu, qui est Ravage. Et à chaque fois, en fait, Barjavel nous questionne sur la technologie et ses implications, et sur le fait que, finalement, la technologie n'est pas souvent, un développement scientifique sain, serein, et que nous utilisons avec bon escient. C'est-à-dire que très souvent, on se borne à découvrir des choses, on ne se demande pas ce qu'on cherche, on ne se demande pas ce qu'on veut découvrir, on ne se demande surtout pas si ce qu'on découvre
eh bien finalement c'est une bonne chose pour l'humanité. Très souvent on découvre des choses qui sont extrêmement dangereuses pour l'humanité. En fait, dans ce roman, eh bien, Barjavel met encore en question la technologie et le fait que, eh bien, finalement, la science sans conscience, comme on le dit, voilà, à partir d'une sagesse populaire, désormais populaire, science sans conscience égale ruine de l'âme. Et en fait, ruine de l'humanité également. Et c'est un petit peu ce qui se passe, c'est-à-dire que même si finalement c'est la technologie qui a présidé à la construction de l'arche et que finalement ça a sauvé la vie à la surface de la planète, on voit qu'il y a aussi des technologies qui sont là pour détruire. Et que les technologies qui détruisent, eh bien, quand quelqu'un en acquiert une, finalement tout le monde la veut parce que eh bien, les rapports géopolitiques sont dans un espèce de rapport de force où tout le monde eh bien, veut présider, tout le monde veut commander, tout le monde veut qu'on écoute ses intérêts. Et pour qu'on écoute les intérêts de chaque personne, eh bien, il faut qu'il y ait un rapport de force équilibré. Et donc, quand quelqu'un commence à se doter d'une arme beaucoup plus puissante que les autres, eh bien, tout le monde veut cette arme et c'est désormais une course à l'arme la plus destructrice, la plus puissante, la plus violente, etc. Le titre, c'est Une rose au paradis. Donc, pourquoi une rose? Eh bien, tout simplement parce que dans le roman, il est question de rose. En fait, Monsieur G emmène avec lui une rose qu'il garde pendant tout le temps où ils sont dans l'arche. Et en fait, cette rose-là, eh bien, il l'a fait vivre dans l'arche. Et donc, du coup, cette rose arrive avec eux à la fin du périple dans l'arche. Et elle ressort également avec eux quand ils sortent de l'arche. Et donc, du coup, voilà pourquoi une rose au paradis. Parce que, eh bien, finalement, comme après le déluge... Le déluge dans l'histoire de Noé, eh bien, quand le déluge s'arrête et quand les eaux descendent, eh bien, finalement, c'est le paradis qu'il faut recommencer. C'est-à-dire qu'il faut eh bien, faire réapparaître la vie sur la planète, mais cette fois, il faut aller dans la bonne direction et il ne faut plus aller vers la décadence. Et on a l'impression que c'est un petit peu cette histoire que nous raconte ici Barjavel, encore une fois, en version moderne. C'est-à-dire que, eh bien, finalement, cette surface de la Terre sans plus aucune vie à sa surface, eh bien quand il la découvre au sortir de l'arche, c'est le paradis parce que tout est à faire, mais tout est pur à l'instant T. Tout est pur des dérives des êtres humains, des dérives technologiques surtout des êtres humains, parce que c'est le sujet de Barjavel. Vraiment, c'est quelqu'un qui se méfie de la technologie et de ce qu'elle engendre et de ce qu'elle prétend répondre à des problèmes. Et finalement, c'est vrai que des fois, la technologie répond à des problèmes, mais elle en crée 20 en même temps. Et à chaque fois, on pense répondre à ces 20 problèmes par un peu plus de technologie, et on répond à ces 20 problèmes, mais on en crée 120. Et c'est cette histoire que nous raconte d'une autre manière que l'histoire dans la Bible de Noé, ou que les autres histoires de Barjavel, parce que ça tourne toujours autour de la critique de la technologie. Mais c'est, me semble-t-il, cette histoire-là qu'il nous raconte, et c'est cette morale, cette leçon qu'il veut nous enseigner, c'est qu'il faut être extrêmement vigilant dans les directions que prend la science et dans le potentiel destructeur des nouvelles découvertes que l'on fait, et du fait que il va falloir réfléchir à ce qu'on fait le jour où on aura véritablement, je crois qu'on n'en est pas loin dans la vraie vie aujourd'hui, mais le jour où on aura véritablement la puissance de feu de faire exploser la Terre en 1000 morceaux. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on laisse faire? On prie Dieu et on essaye de voir si finalement ça tient, si finalement les hommes sont assez raisonnables pour avoir une puissance de feu qu'ils n'utiliseront pas? Ou bien est-ce qu'on fait comme Monsieur G, on fait exploser toutes ces bombes avant que les êtres humains, c'est-à-dire qu'on éradique l'humanité avant qu'elle n'ait la capacité de détruire complètement la Terre. Et je crois que c'est ça la question principale du roman de René Barjavel. Voilà, eh bien écoutez, j'espère que vous avez aimé cette explication que je vous ai donnée, ce petit résumé de ce roman de René Barjavel. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire. C'est un livre qui est bien écrit, il y a beaucoup de descriptions, on est vraiment très immergé dans le livre. René Barjavel écrit bien, il y a beaucoup de dialogues, c'est très vivace, c'est très intéressant. Donc voilà, c'est un livre que je vous recommande chaudement. C'est un livre que vous pouvez lire pour vous détendre cet été, même s'il n'est pas forcément hyper joyeux. Ça reste une simple interrogation en fait philosophique, une simple critique de la technologie.
et c'est une critique qui, à mon sens, est saine et elle est même indispensable et nécessaire. Merci à tous, merci à ceux qui me soutiennent, on est de plus en plus nombreux, on est désormais 11 000 sur la chaîne. Merci à ceux qui financent, vous êtes de plus en plus nombreux à me financer via les abonnements payants YouTube. Je vous mettrai de plus en plus de contenu à disposition, donc restez bien dans le coin. Et merci à tous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!